La vaste et impitoyable étendue de l'océan Pacifique s'étend à l'infini dans toutes les directions, sa surface étant un miroir trompeur du ciel au-dessus. Mais sous cette façade sereine, une silhouette solitaire s'accroche désespérément à un petit bateau de pêche, à la dérive et seul dans le plus grand océan du monde. Il s'agit de José Salvador Alvarenga, perdu en mer depuis plus d'1 an. À chaque vague qui passe, à chaque lever et coucher du soleil, la mort semble se rapprocher de plus en plus. Mais José, animé par une indomptable volonté de vivre, refuse de succomber à l'étreinte de l'océan. C'est l'incroyable histoire vraie d'un homme qui a survécu 438 jours perdus en mer, défiant tous les pronostics et repoussant les limites de l'endurance humaine. Notre histoire commence un jour apparemment ordinaire du mois de novembre 2012. José, un pêcheur de 36 ans originaire du Salvador, est parti des côtes mexicaines pour ce qui était censé être une sortie de pêche de routine. Le soleil brillait, la brise était favorable et rien n'indiquait que cette journée serait différente des innombrables autres que José avait passées sur l'eau. Il ne savait pas que cette expédition ordinaire se transformerait en une épreuve extraordinaire qui mettrait à l'épreuve sa volonté de vivre comme jamais auparavant. José vivait au Mexique depuis des années, travaillant comme pêcheur pour subvenir aux besoins de sa famille au Salvador. Il était connu parmi ses pairs comme un marin compétent et expérimenté, respecté pour sa capacité à naviguer dans les eaux parfois dangereuses du Pacifique. Ses mains burinées et son visage buriné par le soleil racontaient l'histoire d'un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie en mer, lisant ses humeurs et respectant sa puissance. En ce jour fatidique de novembre, José et son jeune équipier, Ezequiel Cordoba, embarquèrent sur leur petit bateau de pêche, un bateau de moins de 25 pieds de long. Ils ont emballé les provisions habituelles, du matériel de pêche, de la nourriture et de l'eau, et l'optimisme qui accompagne le début d'une nouvelle journée en mer. Leur plan était simple, se rendre à leur lieu de pêche préféré, attraper leur quota et revenir dans 1 jour ou 2. C'était une routine qu'il avait suivie d'innombrables fois auparavant. À mesure qu'ils s'éloignaient de la côte, le littoral du Mexique s'éloignait progressivement. La vue familière de la terre a cédé la place à l'océan ouvert, une vue d'un bleu infini qui s'étendait jusqu'à l'horizon dans toutes les directions. José et Ezequiel discutaient tranquillement pendant leurs préparatifs, discutant de leurs espoirs de bonne prise et de leurs projets au retour. Mais le destin en a décidé autrement pour les 2 pêcheurs. À mesure qu'ils s'éloignaient du rivage, le temps commença à changer. Le ciel clair qui les avait accueillis à l'aube s'assombrit progressivement et la brise autrefois douce commença à reprendre de la force. José, fort de ses années d'expérience, a senti le changement dans l'air. Il savait qu'une tempête se préparait, mais à ce stade, il n'était pas trop inquiet. Les tempêtes étaient monnaie courante dans ses eaux, et il en avait affronté plusieurs au cours de son époque. Cependant, cette tempête était différente. En quelques heures, la situation s'est considérablement détériorée. Le ciel est devenu gris foncé, presque noir, et le vent hurlait avec une férocité que José avait rarement rencontrée. Des vagues massives, certaines dépassant 20 pieds de haut, se sont écrasées contre leur petit navire, menaçant de le faire chavirer à tout moment. Le petit bateau, robuste dans les eaux calmes, semblait désormais fragile comme un jouet face à la fureur de la nature. José et Ezequiel se sont battus désespérément pour maintenir leur bateau à flot. Ils écopèrent frénétiquement l'eau, essayant de contrecarrer les vagues qui s'écrasaient sur les côtés. La pluie les fouettait sans pitié, réduisant la visibilité à presque 0. Dans le chaos de la tempête, une vague particulièrement violente s'est écrasée sur le bateau, arrachant leur bien le plus précieux, le moteur hors bord, leur seul moyen de propulsion. La perte du moteur a été catastrophique. Sans cela, ils étaient à la merci des courants et du vent. José savait que leur situation venait de devenir désastreuse. Ils étaient désormais à la dérive dans l'une des régions les plus reculées de l'océan Pacifique, sans aucun moyen d'appeler à l'aide et sans aucune idée de l'endroit où les courants les menaient. Alors que la tempête faisait rage, José et Ezequiel ne pouvaient rien faire d'autre que tenir bon et prier pour survivre. Les heures passaient comme une éternité, chaque instant étant une bataille contre les éléments. Lorsque la tempête s'est finalement calmée, les laissant épuisés et meurtris, une nouvelle réalité est apparue. Le littoral mexicain avait depuis longtemps disparu de la vue. Ils étaient entourés d'une étendue bleue infinie, sans aucun repère en vue et aucun moyen de déterminer leur position. Le choc initial de leur situation a été écrasant. José, malgré son expérience, sentit un profond sentiment d'effroi s'installer dans son estomac. Il ne connaissait que trop bien l'immensité du Pacifique
et l'idée de se perdre dans son immensité était terrifiante. Ézéchiel, plus jeune et moins expérimenté, se tourna vers José pour obtenir des conseils, les yeux écarquillés de peur et d'incertitude. José savait que leur survie dépendait désormais de leur capacité à s'adapter rapidement à cet environnement hostile. Il fait le point sur leur situation. Ils n'ont pas d'eau douce, peu de nourriture et aucun moyen de navigation. Le petit bateau, conçu pour de courtes sorties de pêche, était mal équipé pour un séjour prolongé en mer. Mais José était déterminé à survivre et il savait que céder au désespoir équivaudrait à une condamnation à mort. Leur premier défi, et le plus urgent, consistait à trouver un moyen de rester hydratés. Sans eau douce à bord, José et Ézéchiel ont été contraints de faire preuve de créativité. Ils ont commencé par collecter l'eau de pluie en utilisant tous les récipients qu'ils pouvaient trouver, des seaux, des sacs en plastique et même les mains en coupe. Chaque goutte était précieuse et ils la rationnaient soigneusement, sachant que la déshydratation pouvait les tuer bien avant la famine. Au début de leur épreuve, lorsque la pluie se faisait rare, ils se contentaient de boire leur propre urine. C'était une mesure désespérée qui leur retournait l'estomac, mais José savait qu'elle pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Il a encouragé Ézéchiel en lui racontant des histoires d'autres survivants qui avaient fait de même. Cette décision, aussi désagréable soit-elle, leur a probablement sauvé la vie au cours de ces premiers jours critiques de dérive. La nourriture était une autre préoccupation majeure. Les maigres provisions qu'il avait emportées pour leur court voyage de pêche ont rapidement diminué. José s'est rendu compte que leur survie dépendrait de ses compétences en matière de pêche, des compétences qui constituaient son gagne-pain mais qui sont désormais littéralement une bouée de sauvetage. À l'aide d'outils de fortune fabriqués à partir de parties du bateau et des restes de matériel de pêche, José s'est mis à essayer d'attraper tout ce qui était comestible. Ses premières tentatives furent frustrantes. Le poisson semblait les narguer, nageant juste hors de leur portée. Mais José persistait. Il fabriquait des crochets rudimentaires à partir de pièces de rechange et utilisait des bandes de ses propres vêtements comme ligne. Petit à petit, il a commencé à connaître du succès. Ils attrapaient des poissons parfois petits, à peine une bouchée, parfois des spécimens plus gros qui fournissaient une nourriture indispensable. Mais les poissons ne sont pas les seuls à devenir leur proie. Les yeux perçants de José scrutaient le ciel à la recherche d'oiseaux, sachant qu'ils pouvaient fournir à la fois de la viande et une source potentielle de sang frais pour éviter la déshydratation. Lorsque des oiseaux se posaient sur leur bateau, cherchant du repos lors de longs vols, José les attrapait rapidement. C'était une tâche difficile, mais nécessaire à la survie. L'aspect le plus difficile de leur nouveau régime alimentaire était peut-être la nécessité de tout manger cru. N'ayant aucun moyen de faire du feu, ils n'avaient d'autre choix que de consommer immédiatement leur prise. Le goût et la texture du poisson cru et de la viande d'oiseau étaient difficiles à digérer au début, mais la faim s'est avérée être un puissant facteur de motivation. José a enseigné à Ézéchiel comment manger chaque partie du poisson, en lui expliquant quels organes étaient les plus nutritifs. Alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, José et Ézéchiel tombèrent dans une sorte de routine. Leur journée était consacrée à la recherche constante de nourriture et d'eau. Ils se réveillaient avec le soleil, dont l'éclat dur se reflétait sur l'océan sans fin leur servant de réveil. José se mettait immédiatement à essayer de prendre le petit déjeuner, généralement des poissons qui avaient été attirés par l'ombre de leur bateau pendant la nuit. Pendant qu'ils pêchaient, il gardait un œil vigilant sur l'horizon, dans l'espoir toujours de repérer un navire ou un avion qui pourrait les sauver. Mais avec le temps, ces recherches sont devenues moins fréquentes. L'immensité du Pacifique et leurs petits navires rendaient les chances d'être repérés incroyablement faibles. La tension psychologique de leur situation est devenue presque insupportable à mesure que le temps passait. L'étendue d'eau infinie, l'isolement et la lutte constante pour la survie ont coûté cher aux deux hommes. Ézéchiel, le plus jeune des deux, a lutté particulièrement durement pour faire face à leur situation apparemment désespérée. Il commença à avoir de vives hallucinations, voyant des navires fantômes à l'horizon ou imaginant les bruits des avions de sauvetage. José, puisant dans ses réserves de force mentale qu'il ignorait posséder, a assumé le rôle non seulement de partenaire de survie, mais aussi de gardien et de conseiller. Il parlait avec Ézéchiel pendant des heures, partageant des histoires sur sa vie, sa famille et ses rêves pour l'avenir. Il a encouragé Ézéchiel à faire de même, sachant que garder espoir était aussi crucial pour leur survie que la nourriture et l'eau. Mais malgré tous les efforts de José, l'état d'Ézéchiel s'est rapidement détérioré. Il a commencé à refuser de manger, sombrant dans une profonde dépression. Le jeune homme, autrefois plein de vie et d'énergie,
est devenu une coquille de lui-même. José a vu, impuissant, son compagnon dépérir, tout en luttant contre le désespoir et l'épuisement. Après environ 4 mois de mer, l'impensable s'est produit. Ézéchiel, affaibli par la malnutrition et les conditions difficiles, succomba à son supplice. José était désormais complètement seul, à la dérive dans le vaste vide de l'océan Pacifique. La perte de son compagnon a été un coup dévastateur pour José. Il avait non seulement perdu un autre survivant, mais aussi son seul lien avec l'humanité. La solitude qui a suivi était dévorante. Pendant des jours, José ne pouvait rien faire d'autre que rester assis dans un silence stupéfait, la réalité de sa solitude étant trop accablante pour être digérée. Mais même dans ces moments les plus sombres, quelque chose en José refusait d'abandonner. Il a fait un vœu solennel, non seulement envers lui-même, mais aussi envers la mémoire d'Ézéchiel. Il survivrait. Il vivrait pour raconter leur histoire, pour honorer le jeune homme qui s'était battu si dur à ses côtés. Cette détermination renouvelée a donné à José un but. Il commença à parler à voix haute, à lui-même, à Dieu et même aux poissons qu'il avait pêchés. Il racontait les événements de la journée, comme s'il écrivait un journal dans son esprit. Cette habitude l'a aidé à maintenir sa compréhension de la réalité et lui a fourni un semblant d'interaction humaine dans un monde où il était le seul humain à des milliers de kilomètres. Au fil des mois, le corps et l'esprit de José se sont adaptés de façon remarquable à ces circonstances extrêmes. Ses sens sont devenus parfaitement adaptés à son environnement. Il a développé une capacité presque surnaturelle à prédire les conditions météorologiques, à détecter l'approche des tempêtes ou des périodes de calme. Ses yeux sont devenus experts dans la détection de sources de nourriture potentielles, qu'il s'agisse d'un oiseau volant au-dessus de sa tête ou d'un poisson nageant sous la surface. Les techniques de pêche de José ont également évolué. Il a appris à attendre patiemment que les petits poissons se rassemblent sous son bateau, cherchant un abri contre les plus gros prédateurs. Puis, avec des réflexes ultra rapides aiguisés par la nécessité, il plongeait son bras dans l'eau et les saisissait. Cette méthode lui a non seulement fourni de la nourriture, mais lui a également donné un sentiment de contrôle sur son environnement, une petite victoire dans une situation où il se sentait souvent impuissant. Le soleil intense et l'eau salée ont eu des conséquences néfastes sur le corps de José. Sa peau est devenue coriace et craquelée, ses cheveux emmêlés et décolorés par le soleil. Il a perdu énormément de poids, sa silhouette autrefois robuste est devenue décharnée et squelettique. Mais d'une manière ou d'une autre, son corps s'est adapté. Il a découvert qu'il pouvait rester plus longtemps sans nourriture, son estomac se rétrécissant pour s'adapter aux repas maigres et irréguliers. L'un des aspects les plus difficiles du calvaire de José était de maintenir sa santé mentale. L'isolement et la monotonie de journées interminables en mer pourraient facilement conduire une personne à la folie. Pour lutter contre cela, José s'est créé des routines et des jeux. Il se mettait au défi d'apercevoir un certain nombre de poissons ou d'oiseaux chaque jour. Il chantait des chansons, récitait des prières et se racontait des histoires. Dans ces moments les plus désespérés, lorsque la douleur et le désespoir devenaient presque insupportables, José pensait à sa famille, en particulier à sa fille restée au Salvador. Il imaginait son visage, essayait de se rappeler le son de son rire. L'idée de la revoir est devenue sa bouée de sauvetage, la raison de reprendre son souffle, de survivre un jour de plus. Si vous êtes captivé par l'incroyable parcours de survie de José, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. L'histoire ne fait que s'intensifier à partir d'ici, et vous ne voudrez pas manquer un seul instant de cette histoire extraordinaire. Alors que le séjour en mer de José s'étendait sur plusieurs mois, il a été confronté à d'innombrables expériences de mort imminente. Les tempêtes éclataient sans avertissement, menaçant de renverser son petit bateau. Il y avait des moments où des vagues aussi hautes que des immeubles le surplombaient, et José se préparait, certain que ce serait la fin. Mais d'une manière ou d'une autre, son petit bateau réussissait toujours à franchir les vagues, restant à flot contre toute attente. Les requins constituaient une autre menace constante. Ils faisaient souvent le tour de son bateau, leurs nageoires coupant l'eau dans un spectacle terrifiant. José a appris à être extrêmement prudent lorsqu'il cherche des poissons dans l'eau, sachant qu'un instant d'inattention pourrait lui coûter un membre, voire la vie. Il y avait des nuits où il entendait les requins se cogner contre la coque du bateau, le bruit le remplissant d'effroi. Le soleil implacable était peut-être son ennemi le plus constant. Jour après jour, cela s'abattait sur lui, lui brûlant la peau et menaçant de détruire sa raison. José a fabriqué des abris de fortune avec tout ce qu'il pouvait trouver dans le bateau, des bouts de tissu, des bâches en plastique et même des débris qu'il avait pêchés dans l'océan.
Ces structures fragiles n'apportaient que peu de soulagement, mais elles valaient mieux que rien. La déshydratation était une préoccupation constante. Malgré tous ses efforts pour collecter l'eau de pluie, il y a eu des périodes de sécheresse où José a passé des jours sans une goutte d'eau fraîche. Ses lèvres craquaient et saignaient, sa langue enflait et il sentait ses forces diminuer. Dans ces moments-là, il buvait de petites quantités d'eau de mer mélangée à sa propre urine, une mesure désespérée qui, il le savait, pouvait le tuer s'il buvait trop. Un moment particulièrement pénible s'est produit environ 10 mois après le début de son épreuve. Un grand cargo apparut à l'horizon et José ressentit un espoir différent de tout ce qu'il avait connu depuis sa perte en mer. Il agita frénétiquement la main, criant à plein poumon jusqu'à ce que sa gorge soit à vif. Il a même réussi à allumer un petit feu, espérant que la fumée attirait l'attention. Mais à son grand désespoir, le navire est passé sans le remarquer, disparaissant à l'horizon et emportant avec lui ses espoirs de sauvetage. Le désespoir qui a suivi ce quasi-sauvetage était presque insupportable. Pendant des jours, José pouvait à peine se résoudre à manger ou à boire. Il s'est interrogé sur l'intérêt de sa lutte continue pour la survie. Mais même alors, quelque chose au plus profond de lui refusait d'abandonner. Il se disait que si un navire passait, d'autres viendraient. Il lui fallait juste rester en vie assez longtemps pour être retrouvé. Au fil de son voyage, l'existence de José est devenue un flou d'horizons bleus sans fin, de soleil brûlant et de nuits étoilées. Il a perdu toute notion du temps, les journées se fondant les unes dans les autres dans un brouillard de routine et de survie. Son monde se réduisait aux limites de son petit bateau, mais paradoxalement, il se sentait plus connecté que jamais à l'immensité de la nature. Il a commencé à remarquer des motifs dans l'océan et le ciel qu'il n'avait jamais appréciés auparavant. La façon dont la couleur de l'eau changeait avec le temps, les changements subtils de direction du vent qui précédaient les tempêtes, les habitudes des poissons et des oiseaux qui devenaient ses compagnons involontaires. Il a développé un profond respect pour l'océan, le considérant non pas comme un ennemi, mais comme une entité complexe et vivante qui exigeait respect et compréhension. Le régime alimentaire de José, bien que monotone, était devenu étonnamment varié. En plus des poissons et des oiseaux, il capturait occasionnellement des tortues de mer, ce qui lui offrait un festin qui pouvait le nourrir pendant des jours. Il a appris à manger chaque partie de ses prises, y compris les yeux, les organes et les os, sachant que chaque partie contenait des nutriments précieux. Il a même trouvé des moyens de manger des méduses, en évitant soigneusement que leurs tentacules piquants n'atteignent les corps riches en protéines. L'un des aspects les plus difficiles du calvaire de José était le manque d'eau douce. Il est devenu un expert dans la prévision de la pluie, lisant les nuages et la configuration des vents pour anticiper le moment où il pourrait avoir l'occasion de reconstituer sa maigre réserve d'eau. Il a développé un ingénieux système de bâches et de conteneurs pour maximiser sa collecte d'eau lors des tempêtes de pluie. Chaque goutte était précieuse et il gardait avec elle son approvisionnement en eau. Au fil des mois, puis des années, le corps de José a subi des changements remarquables. Sa peau, autrefois brûlée et boursouflée par le soleil, s'est progressivement durcie pour devenir une armure coriace. Ses cheveux étaient longs et emmêlés, blanchis presque par le soleil et le sel. Sa barbe descendait jusqu'à sa poitrine, emmêlée et négligée. Il a perdu énormément de poids, sa silhouette autrefois robuste est devenue maigre et nerveuse. Mais ces changements physiques n'étaient rien comparés à la transformation mentale et émotionnelle subie par José. La lutte constante pour la survie, l'isolement et l'ampleur de son épreuve ont profondément transformé son psychisme. Il a développé une patience et une résilience qui frôlaient le surhumain. Des heures passaient alors qu'il restait assis immobile, attendant le moment idéal pour attraper un poisson ou un oiseau. Il a également développé un lien spirituel profond avec son environnement. José a toujours été un homme religieux, mais sa foi a pris de nouvelles dimensions pendant son séjour en mer. L'immensité de l'océan et du ciel, le rythme des vagues et la lutte quotidienne pour la survie l'ont mis face à face avec sa propre mortalité et les profonds mystères de l'existence. Dans les moments calmes entre les tâches de survie, José se retrouvait souvent en profonde contemplation. Il a commencé à voir son épreuve non seulement comme un cruel coup du sort, mais comme un profond voyage spirituel. L'océan est devenu sa cathédrale, les étoiles ses phares et l'horizon sans fin une métaphore des possibilités infinies de l'esprit humain. José commençait chaque journée par une prière de gratitude. Malgré les difficultés auxquelles il a été confronté, il a trouvé des choses pour lesquelles il était reconnaissant. Un autre lever de soleil, une pêche réussie ou simplement le cadeau d'une autre journée en vie. Cette pratique l'a aidé à conserver une attitude positive, même dans les moments les plus sombres de son voyage.
Alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, José développa ce qu'il ne pouvait décrire que comme une conversation avec l'océan lui-même. Il parlait à voix haute, partageant ses peurs, ses espoirs et ses rêves avec la vaste étendue qui l'entourait. Parfois, il avait l'impression que la mer répondait, une vague soudainement plus calme, un banc de poissons apparaissant juste au moment où il avait le plus faim, ou une brise rafraîchissante lors d'une journée caniculaire. Cet éveil spirituel a donné à José une nouvelle perspective sur sa situation. Au lieu de se considérer comme une victime des circonstances, il a commencé à considérer son épreuve comme une opportunité unique de croissance et de découverte de soi. Il a réfléchi à sa vie avant de se perdre en mer, ses relations, ses choix, ses priorités. Dans le creuset impitoyable de la survie, José a trouvé la clarté sur ce qui comptait vraiment pour lui. Il pensait souvent à sa famille, notamment à sa fille. Le souvenir de son visage est devenu à la fois source de douleur et de motivation. José s'est fait la promesse à lui-même et à Dieu que s'il survivait, il serait un meilleur père, un meilleur homme. Il a juré de chérir chaque instant passé avec ses proches et de vivre une vie pleine de sens et de gratitude. Alors que son séjour en mer s'allongeait, l'esprit de José commença à lui jouer des tours. La frontière entre réalité et imagination s'est estompée. Il y avait des jours où il pouvait jurer entendre des voix qui l'appelaient à travers les vagues ou voir des navires fantômes à l'horizon. Ces hallucinations étaient à la fois terrifiantes et séduisantes. Une partie de lui savait qu'elles n'étaient pas réelles, mais une autre partie voulait désespérément y croire. Pour lutter contre ces défis mentaux, José a développé une routine stricte. Il se réveillait avec le soleil, passait la matinée à pêcher et à entretenir son bateau, se reposait pendant les heures les plus chaudes de la journée, puis pêchait à nouveau le soir. À la tombée de la nuit, il regardait les étoiles, essayant de naviguer et d'avoir une idée de l'endroit où il pourrait dériver. Cette routine est devenue son point d'ancrage avec la réalité. Même si les choses devenaient difficiles, même s'il était tentant de céder au désespoir ou à l'illusion, José s'accrochait à sa routine comme à une bouée de sauvetage. Cela donnait une structure à ses journées et un but à ses actions, l'aidant à maintenir sa raison dans une situation insensée. Un aspect particulièrement éprouvant du parcours de José était la profonde solitude qu'il a vécue. Après la perte de son compagnon Ézéchiel, José est resté des mois sans aucun contact humain. Le silence était souvent assourdissant, rompu uniquement par les bruits de la mer et sa propre voix. Pour lutter contre cet isolement, José commence à créer des compagnons imaginaires. Il avait de longues conversations avec ses produits de son imagination, discutant de tout, des stratégies de survie aux questions philosophiques sur la vie et l'existence. Même si une partie de lui savait que ses compagnons n'étaient pas réels, il fournissait une stimulation mentale indispensable et un sentiment de connexion. José a également trouvé de la compagnie dans la faune sauvage qui l'entourait. Il a commencé à reconnaître les poissons individuels qui suivaient son bateau pendant des jours. Il les nommait, leur parlait et développait même un sentiment de parenté avec ses compagnons silencieux. Les oiseaux qui atterrissaient sur son bateau devenaient des amis temporaires et il attendait avec impatience leur visite, aussi brève soit-elle. Alors que son voyage approchait d'1 an, le corps de José s'était adapté de manière remarquable à son environnement hostile. Ses sens s'étaient aiguisés à un degré presque surhumain. Il pouvait détecter l'approche des tempêtes des heures avant qu'elles ne frappent, prédire le mouvement des poissons sous les vagues et naviguer selon les étoiles avec une précision qui aurait étonné même les marins les plus expérimentés. Son apparence physique avait radicalement changé. Sa silhouette autrefois musclée était devenue maigre et raide, sa peau assombrie et altérée par une exposition constante aux éléments. Ses cheveux et sa barbe étaient devenus longs et emmêlés, presque blanchis par le soleil et le sel. Pour quiconque l'aurait vu, José aurait ressemblé plus à un esprit marin qu'à un homme. Mais c'est peut-être dans l'esprit de José que se produisaient les changements les plus profonds. La lutte constante pour la survie, l'isolement et l'ampleur de son épreuve avaient transformé son psychisme d'une manière qu'il ne pouvait pas pleinement comprendre. Il s'est retrouvé à penser d'une manière qu'il n'avait jamais eue auparavant, à voir des connexions et des modèles dans le monde qui l'entourait qui étaient auparavant invisibles. José a commencé à voir le temps différemment. Le concept d'heure, de jour et de semaine a perdu son sens. Au lieu de cela, il a mesuré le temps selon les rythmes de la nature, le mouvement du soleil et des étoiles, les schémas de migration des poissons et des oiseaux, les changements subtils des courants océaniques. Cette nouvelle perception du temps lui donnait un sentiment d'intemporalité, comme s'il avait toujours été et serait toujours à la dérive sur cette mer sans fin. Alors que commençait sa 2e année en mer, José était peut-être confronté à son plus grand défi, garder espoir.
Le choc initial et la peur suscitée par sa situation s'étaient estompés depuis longtemps, remplacés par une lutte acharnée et quotidienne pour sa survie. La possibilité d'un sauvetage, autrefois une pensée constante, était devenue un rêve lointain. Dans ces moments sombres, José repensait souvent à sa vie avant de se perdre en mer. Il a réfléchi aux choix qui l'ont conduit jusqu'ici, la décision de devenir pêcheur, de quitter son domicile au Salvador pour le Mexique, de sortir ce jour fatidique malgré les signes avant-coureurs du mauvais temps. Mais plutôt que d'amers regrets, José a trouvé un sentiment d'acceptation. Chaque choix, chaque étape de son voyage l'avait amené à ce moment, et il avait choisi de croire que sa souffrance avait un sens. La foi de José, qui a toujours occupé une place importante dans sa vie, a pris à cette époque une nouvelle dimension. Il commença à considérer son épreuve comme une épreuve de foi, une épreuve du feu qui allait soit le briser, soit le forger en quelque chose de plus fort. Il priait constamment, non seulement pour le secours, mais aussi pour la compréhension, pour avoir la force de supporter les défis qui l'attendaient. Dans ses prières, José se retrouvait souvent à négocier avec Dieu. Il a fait d'innombrables promesses, devenir un homme meilleur, consacrer sa vie à aider les autres, ne jamais prendre un instant pour acquis s'il voulait survivre. Ces promesses sont devenues une source de force, lui donnant une raison de continuer à se battre même lorsque tout semblait perdu. Au fil des jours, le bateau de José, qui avait été son seul abri et moyen de survie, a commencé à montrer de sérieux signes d'usure. L'exposition constante au soleil et à l'eau salée avait fait des ravages, et José passait de plus en plus de temps à colmater les fuites et à effectuer des réparations. Il savait que si son bateau tombait en panne, cela signifierait une mort certaine. Cette nouvelle menace a forcé José à faire preuve d'innovation d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Il a fouillé chaque partie du bateau à la recherche de matériaux, réutilisant tout ce qu'il pouvait trouver. Les vieilles lignes de pêche sont devenues des sutures pour boucher les trous. Les conteneurs en plastique ont été fondus pour créer des joints étanches. Même ses propres cheveux, longs et emmêlés, étaient utilisés comme fibres pour renforcer les points faibles de la coque. Le processus d'entretien de son bateau est devenu une métaphore de la lutte de José pour maintenir sa santé physique et mentale. Tout en colmatant les fuites de son vaisseau, il a trouvé des moyens de colmater les trous dans son propre psychisme en utilisant la méditation, la prière et la force de sa volonté pour s'empêcher de sombrer dans le désespoir. Au fur et à mesure que son séjour en mer s'étendait sur des mois, puis des années, la perception de José de l'océan a profondément changé. Ce qui était autrefois un environnement terrifiant et hostile est lentement devenu quelque chose qui s'apparentait à notre chez-soi. Il commença à lire les humeurs de la mer comme on pourrait lire les expressions sur le visage d'un ami. Il savait quand l'océan était en colère, enjoué ou calme, et il a appris à ajuster son comportement en conséquence. Ce lien profond avec son environnement a amené José à développer une capacité presque étrange à prédire les conditions météorologiques. Il pouvait sentir l'approche des tempêtes des heures, voire des jours à l'avance, ce qui lui donnait le temps de se préparer et de s'accroupir. Cette compétence lui a sauvé la vie plus d'une fois, lui permettant de survivre à des tempêtes qui autrement auraient pu l'emporter. Le régime alimentaire de José, bien que monotone, était devenu étonnamment varié au fil du temps. En plus du poisson, il a appris à attraper et à manger une grande variété de créatures marines, des petits requins aux tortues de mer, en passant par les méduses lorsque les autres aliments étaient rares. Il a développé des techniques pour attraper les oiseaux de mer qui atterrissaient sur son bateau, même s'il ressentait toujours un sentiment de culpabilité lorsqu'il devait tuer ses visiteurs pour se nourrir. L'aspect le plus difficile du régime alimentaire de José était peut-être la nécessité de tout consommer cru. N'ayant aucun moyen de faire du feu, il n'avait d'autre choix que de manger ses prises immédiatement, souvent de leur vivant. Au début, cela fut psychologiquement difficile, mais la faim et le besoin de survie finirent par vaincre son aversion. L'eau restait sa ressource la plus précieuse. José est devenu un expert dans la collecte et le stockage de l'eau de pluie, utilisant tous les récipients qu'il pouvait trouver. Il a également appris à extraire l'humidité des poissons qu'il pêchait, en pressant leur chair pour recueillir chaque précieuse goutte de liquide. En période de sécheresse extrême, il avait recours à de petites quantités d'eau de mer mélangée à son urine, une pratique dangereuse, mais qui lui a sauvé la vie à plusieurs reprises. Au fil des saisons et de sa deuxième année en mer, José se retrouve face à de nouveaux défis. Les conséquences physiques de son épreuve devenaient de plus en plus évidentes. Ses dents, affaiblies par son alimentation et l'exposition constante à l'eau salée, ont commencé à se desserrer et à tomber. Sa vision,
mise à rude épreuve par l'éblouissement constant du soleil sur l'eau, a commencé à se détériorer. Mais même si son corps s'affaiblissait, l'esprit de José semblait devenir plus fort. Il a développé une force mentale qui l'a lui-même étonné. Il pouvait supporter la douleur, la faim et la soif avec un stoïcisme qui aurait semblé impossible dans sa vie antérieure. Il a appris à entrer dans des états méditatifs qui lui ont permis d'économiser de l'énergie et de supporter de longues périodes sans nourriture ni eau. La conception de José a subi une profonde transformation au cours de cette période. L'homme qu'il avait été avant de se perdre en mer, José le pêcheur, le père, l'homme ordinaire, commençait à ne plus être qu'un lointain souvenir. À sa place se trouvait un nouveau José, un survivant, un homme éprouvé par la mer et forgé dans le creuset de la solitude et de la lutte. Ce nouveau sentiment de soi apportait avec lui un étrange mélange d'émotions. D'un côté, José ressentait une profonde fierté de sa capacité à survivre contre toute attente. Il avait fait face à des défis qui auraient brisé la plupart des gens, et il avait persévéré. D'un autre côté, il craignait que s'il était un jour secouru, il ne puisse pas retourner à son ancienne vie. Comment expliquer ce qu'il avait vécu à des gens qui n'avaient jamais affronté de tels extrêmes? À mesure que son épreuve se prolongeait, José commença à rêver vivement de sauvetage. Dans ses rêves, il voyait des navires à l'horizon, des avions survolant ou des îles lointaines surgissant de la brume. Les rêves étaient si réels qu'il se réveillait souvent avec un cri de joie pour se retrouver encore seul sur le vaste océan. Ces moments d'espoir déçu furent peut-être les plus difficiles à supporter. Mais même face à une déception constante, José a refusé d'abandonner. Il a développé un mantra qu'il se répétait dans ses moments les plus sombres. « Tant que je suis en vie, il y a de l'espoir ». Cette simple phrase est devenue sa bouée de sauvetage, un rappel que peu importe à quel point sa situation semblait désastreuse, tant qu'il respirait, il y avait une chance de survie et de sauvetage. Alors que le temps passé en mer par José approchait de la barre des 400 jours, il a commencé à remarquer de subtils changements dans l'océan qui l'entourait. La température de l'eau a changé et il a observé des espèces de poissons différentes de celles qu'il avait vues auparavant. Bien qu'il n'ait aucun moyen de le confirmer, José sentit qu'il avait dérivé vers une autre partie de l'océan Pacifique. Cette prise de conscience a apporté avec elle un mélange de peur et d'espoir. D'une part, il craignait de s'éloigner davantage des voies de navigation et d'un éventuel sauvetage. D'un autre côté, le changement dans son environnement lui a donné une sensation renouvelée de mouvement et de but. Il ne tournait pas simplement en rond, mais poursuivait son voyage vers une destination inconnue. C'est à cette époque que José a vécu l'un des moments les plus profonds de toute son épreuve. Par une nuit calme et claire, alors qu'il était allongé sur le dos, regardant les étoiles, il fut frappé par un sentiment soudain et accablant de sa propre insignifiance face à l'immensité de l'univers. Mais plutôt que de se sentir effrayé ou déprimé par cette prise de conscience, José a ressenti un profond sentiment de paix et de connexion avec quelque chose de plus grand que lui. À ce moment-là, José a compris que sa survie ne dépendait pas seulement de lui. Son histoire, s'il survit à la raconter, pourrait servir d'inspiration à d'autres personnes confrontées à leur propre lutte. Ce sens du but lui a donné une force et une détermination renouvelées. Il ne survivait plus seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui pouvaient tirer des leçons de son expérience. Au fur et à mesure que son voyage se poursuivait, le corps et l'esprit de José ont continué à s'adapter de manière remarquable. Sa vue, mise à rude épreuve par l'éblouissement constant du soleil sur l'eau, a développé une incroyable sensibilité à la lumière et au mouvement. Il pouvait repérer de minuscules poissons sous les vagues ou des oiseaux lointains dans le ciel bien avant qu'une personne normale ne les ait remarqués. Son sens de l'ouïe est également devenu extraordinairement aiguisé. José pouvait entendre les changements subtils dans le bruit des vagues qui indiquaient l'approche d'une tempête ou la présence d'un grand banc de poissons à proximité. Cette conscience accrue de son environnement est devenue cruciale pour sa survie, lui permettant d'anticiper et de se préparer aux changements de temps ou aux opportunités de nourriture. La notion du temps de José a continué à changer et à se déformer. Les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, avec peu de choses pour les différencier. Il commença à mesurer le temps non pas en heures ou en jours, mais en fonction des cycles de la Lune, des migrations des oiseaux et des poissons et des changements subtils des courants océaniques. Alors qu'il approchait de sa 2e année en mer, les pensées de José se tournaient de plus en plus vers la possibilité qu'il ne soit jamais secouru. Il commença à envisager l'idée que le reste de sa vie pourrait être passé sur ce petit bateau, dérivant sans fin à travers le Pacifique. Plutôt que de se désespérer face à cette pensée, José se surprit à l'accepter avec un étrange sentiment de calme.
Il a commencé à considérer son bateau non seulement comme un vaisseau, mais comme un petit monde autonome. Il organisa ses maigres possessions avec le plus grand soin, créant des espaces spécifiques pour dormir, pêcher et contempler. Il a même commencé à décorer son bateau en utilisant des morceaux de débris qu'il avait pêchés dans l'océan pour créer de simples œuvres d'art. Ces petits actes de création et d'organisation ont aidé José à maintenir un sentiment de contrôle et de but dans son existence par ailleurs chaotique. La relation de José avec la faune qui l'entourait s'est approfondie pendant cette période. Il a commencé à considérer les poissons, les oiseaux et même les requins qui tournaient occasionnellement autour de son bateau, non pas comme de la nourriture potentielle ou des menaces, mais comme des compagnons de voyage sur le chemin de la vie. Il leur parlait souvent, partageant ses pensées et ses peurs comme s'ils pouvaient comprendre. Un jour, un groupe de dauphins commença à suivre son bateau. Ils restèrent avec lui plusieurs jours, jouant dans le sillage de son bateau à la dérive. José éprouvait une immense joie en leur présence, ayant l'impression qu'ils lui tenaient compagnie pendant son voyage solitaire. Lorsqu'ils partirent finalement, il ressentit vivement leur absence, comme s'il avait perdu des amis proches. Au fur et à mesure que son calvaire se prolongeait, les pensées de José se tournaient souvent vers sa famille et sa vie avant de se perdre en mer. Il pensa à sa fille, se demandant à quel point elle avait grandi, si elle se souvenait encore de lui. Il imaginait la douleur et l'incertitude que sa disparition avait dû causer à ses proches. Ses pensées étaient à la fois source de douleur et de motivation. Douleur lors de la séparation, mais motivation pour survivre et y revenir. José a commencé à élaborer des fantasmes élaborés sur ce qu'il ferait s'il était un jour secouru. Il s'est promis qu'il ne prendrait plus jamais un moment avec ses proches pour acquis. Il rêvait de plaisirs simples, un repas fait maison, un lit moelleux, le son des rires de sa fille. Ses rêves lui ont permis de traverser les moments les plus sombres, lui donnant quelque chose à espérer au-delà de la simple survie. Alors qu'il approchait des 438 jours de son incroyable voyage, la routine de José fut soudainement interrompue. Le 30 janvier 2014, il a repéré quelque chose à l'horizon, une île. Au début, il crut qu'il s'agissait d'une autre hallucination, d'un truc de son esprit désespéré. Mais à mesure qu'il s'approchait, il réalisa que c'était réel. Après 438 jours perdus en mer, José Salvador Alvarenga avait enfin atteint la terre ferme. L'île s'est avérée être Tail Islay, une petite partie isolée des îles Marshall. Lorsque le bateau de José a finalement échoué, il était à peine capable de se tenir debout. Son corps, bien que adapté à la survie en mer, était mal équipé pour la vie sur terre. Il trébucha sur la plage, tomba à genoux et embrassa le sol en signe de gratitude. José a été découvert par un couple qui vivait sur l'îlot. Ils ont été choqués par son apparence en cheveux et barbe longs, corps émaciés, vêtements en lambeaux. Au début, ils eurent peur de cet homme à l'air sauvage apparu sur leur rivage. Mais alors qu'ils s'approchaient prudemment, ils virent les larmes dans les yeux de José et réalisèrent qu'il n'était pas une menace, mais un homme qui avait désespérément besoin d'aide. Le couple a accueilli José chez eux et lui a offert de la nourriture et de l'eau. Pour la première fois depuis plus d'1 an, José a goûté des plats cuisinés et bu de l'eau propre et fraîche. La sensation était bouleversante, lui faisant monter les larmes aux yeux. Au début, il avait du mal à communiquer, savoir qu'à cause de la désuétude et son espagnol natal peu familier aux insulaires. Mais à travers des gestes et un anglais approximatif, il a réussi à transmettre son incroyable histoire. La nouvelle de l'arrivée de José s'est rapidement répandue dans la petite communauté. Bientôt, les autorités locales ont été alertées et, en quelques jours, son histoire a attiré l'attention internationale. Le monde a été captivé par l'histoire du pêcheur qui avait survécu à 438 jours perdus en mer. Alors que la frénésie médiatique grandissait, José s'est retrouvé plongé dans un monde qui lui semblait étranger et accablant. Après des mois de solitude, la tension constante et les questions étaient désorientantes. Les journalistes du monde entier réclamaient des interviews, chacun voulant entendre de première main les détails de son extraordinaire survie. Les professionnels de la santé ont été étonnés par l'état de José. Malgré son épreuve, il s'est avéré en relativement bonne santé, compte tenu des circonstances. Son corps s'était adapté aux conditions extrêmes de manière remarquable. Cependant, le retour à une alimentation et à un mode de vie normaux s'avérait être un défi. José a dû être soigneusement réintroduit aux aliments solides, son estomac n'étant plus habitué qu'à du poisson cru et des oiseaux marins. Alors que la nouvelle de sa survie se répandait, les experts ont commencé à analyser son histoire. Les océanographes ont étudié les courants du Pacifique,
confirmant qu'il était effectivement possible que José ait dérivé les 6 100 000 estimés du Mexique aux îles Marshall. Les experts en survie se sont émerveillés devant son ingéniosité et sa force mentale, notant que son épreuve était le plus long cas connu de survie en mer. Cependant, tout le monde n'était pas convaincu. Les sceptiques se demandaient comment quelqu'un pouvait survivre aussi longtemps dans des conditions aussi difficiles. Certains ont suggéré que l'histoire de José était fabriquée ou exagérée. Ces doutes étaient douloureux pour José, qui avait tant enduré et dont la véracité était désormais remise en question. Si vous êtes captivé par l'incroyable histoire de survie de José et que vous souhaitez savoir comment il fait face à ces défis, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. L'histoire de son retour dans la société est tout aussi fascinante que son séjour en mer. Malgré le scepticisme, José est resté ferme dans son récit. Il a patiemment raconté son histoire à maintes reprises, fournissant des détails que seul quelqu'un ayant vécu une telle épreuve pouvait connaître. Petit à petit, à mesure que les preuves s'accumulaient et que les experts intervenaient, les doutes ont commencé à s'estomper. L'un des aspects les plus difficiles du retour de José a été la perte de son compagnon, Ézéchiel Cordoba. Il ressentait une profonde responsabilité de partager l'histoire d'Ézéchiel avec le monde et de nouer des liens avec sa famille. Lorsqu'il a finalement rencontré la mère d'Ézéchiel, ce fut une rencontre émouvante remplie de larmes, de gratitude et de chagrin partagé. Alors que la frénésie médiatique initiale s'est calmée, José a dû faire face à la lourde tâche de réintégrer la société. Le monde avait changé au cours des 15 mois où il avait disparu en mer. La technologie avait progressé, les paysages politiques avaient changé et la vie avait continué sans lui. Même des tâches simples comme utiliser un téléphone ou regarder la télévision semblaient étranges et accablantes. L'aspect le plus difficile de son retour a peut-être été de renouer avec sa famille. Lorsque José a enfin retrouvé sa fille, aujourd'hui adolescente, ce fut un moment d'émotion indescriptible. Elle avait tellement grandi, il avait raté tellement de moments importants de sa vie. Reconstruire leur relation prendrait du temps et de la patience. Le retour de José au Salvador a été accueilli en héros. Il a été célébré comme un symbole national de résilience et d'espoir. Le gouvernement lui a rendu hommage et son histoire est devenue une source de fierté pour de nombreux Salvadoriens. Cependant, cette attention a apporté son lot de défis. José, qui avait passé si longtemps en isolement, se retrouvait désormais constamment sous les yeux du public. L'impact psychologique du calvaire de José est devenu de plus en plus évident dans les mois qui ont suivi son sauvetage. Il souffrait de troubles de stress post-traumatique, faisait des cauchemars intenses et des flashbacks sur son séjour en mer. Le bruit des vagues ou l'odeur du poisson pourrait déclencher une anxiété intense. Il a travaillé avec des thérapeutes pour traiter ses expériences et développer des mécanismes d'adaptation. L'un des défis les plus surprenants auxquels José a été confronté a été de s'adapter au sommeil à terre. Après avoir été bercé pendant si longtemps par les vagues de l'océan, il avait du mal à se reposer sur un lit immobile. Pendant des mois, il dormait souvent sur le sol, trouvant du réconfort dans la surface dure qui ressemblait davantage au fond de son bateau. Le régime alimentaire de José a également nécessité des ajustements importants. Après avoir survécu si longtemps grâce aux poissons crus et aux oiseaux de mer, son corps avait du mal à assimiler les aliments normaux. Il a travaillé avec des nutritionnistes pour réintroduire progressivement une alimentation variée, mais il a constaté qu'il avait développé une aversion pour certains aliments, en particulier tout ce qui lui rappelait son séjour en mer. Alors qu'il s'adaptait à la vie sur Terre, José était aux prises avec des sentiments de culpabilité. Il se demandait pourquoi il avait survécu alors qu'Ézéchiel ne l'avait pas fait. La culpabilité de ce survivant était aggravée par le fait de savoir que d'autres pêcheurs avaient été perdus en mer et n'étaient jamais revenus. Il se demandait souvent pourquoi on lui avait accordé cette seconde chance dans la vie alors que d'autres n'avaient pas eu autant de chance. Pour faire face à ses sentiments et honorer la mémoire des personnes disparues en mer, José est devenu un défenseur de meilleures mesures de sécurité pour les pêcheurs. Il a pris la parole lors de conférences et rencontré des représentants du gouvernement, plaidant pour un meilleur équipement d'urgence et une meilleure formation pour ceux qui gagnent leur vie sur l'eau. José a également découvert que son expérience lui avait donné une perspective unique sur la vie et la survie. Il a commencé à partager son histoire non seulement comme une histoire d'endurance, mais aussi comme une source d'inspiration pour d'autres personnes confrontées à des défis apparemment insurmontables. Il a pris la parole dans des écoles et des centres communautaires, encourageant les autres à ne jamais perdre espoir, aussi désastreuse que puisse paraître leur situation. Le processus d'écriture de ses mémoires a été à la fois cathartique et stimulant pour José.
Revivre son épreuve avec autant de détails était éprouvant sur le plan émotionnel, mais cela l'a également aidé à traiter ses expériences. Le livre, une fois publié, est devenu un best-seller international, renforçant ainsi l'histoire de José dans la conscience publique. Alors que les mois se transformaient en années, la vie de José s'installait dans une nouvelle normalité. Il n'est jamais revenu à la pêche commerciale, le traumatisme de son expérience étant trop profondément enraciné. Au lieu de cela, il a trouvé du travail comme conférencier motivateur et défenseur de la sécurité océanique. Son point de vue unique et son incroyable histoire de survie ont continué de captiver le public du monde entier. Cependant, l'impact de son épreuve ne l'a jamais complètement quitté. José continuait à se sentir plus en paix près de l'océan, attiré par la force même qui avait failli lui coûter la vie. Il restait souvent assis sur la plage pendant des heures, regardant l'horizon, son esprit revenant à ses longues journées et nuits seules sur le vaste Pacifique. La relation de José avec la nourriture reste complexe. Même s'il s'est réadapté à un régime alimentaire normal, il a conservé certaines des habitudes acquises au cours de son séjour en mer. Il veillait méticuleusement à ne jamais gaspiller de nourriture et il gardait à tout moment des rations d'urgence chez lui. L'abondance de nourriture disponible sur Terre le submergeait parfois encore, ce qui contrastait fortement avec sa lutte désespérée pour sa subsistance en mer. L'un des effets à long terme les plus profonds du calvaire de José a été sa perception altérée du temps. Après avoir passé si longtemps à mesurer le temps en fonction du soleil et des étoiles, il a eu du mal à se réadapter aux horaires rigides de la vie moderne. Il se sentait souvent déconnecté du monde qui l'entourait, opérant sur une longueur d'onde différente de celle de ceux qui n'avaient jamais connu une telle déconnexion de la société. La foi de José, qui avait été un facteur crucial dans sa survie, est restée un élément central de sa vie. Il s'est davantage impliqué dans son église locale, ressentant un profond besoin de rendre grâce pour sa survie et d'aider les autres à renforcer leur propre foi. Il parlait souvent des expériences spirituelles qu'il avait vécues en mer, décrivant comment il avait ressenti un lien profond avec quelque chose de plus grand que lui. L'impact environnemental de son calvaire a également laissé une impression durable sur José. Ayant constaté par lui-même la quantité de débris flottants dans l'océan, il est devenu un ardent défenseur de la conservation marine. Il a participé au nettoyage des plages et s'est prononcé contre la pollution plastique en utilisant sa plateforme pour sensibiliser à la santé des océans du monde. L'histoire de José a également eu un impact significatif sur la communauté scientifique. Les chercheurs dans des domaines allant de la psychologie à la biologie marine ont trouvé son cas fascinant. Des études ont été menées sur les changements physiologiques subis par son corps, fournissant ainsi des informations précieuses sur l'adaptation et la survie de l'homme. Les psychologues ont analysé ses stratégies mentales pour faire face à un isolement extrême, utilisant ces informations pour aider les autres dans des situations similaires. Au fil des années, José est devenu un pont entre deux mondes. Il avait vécu quelque chose que peu de gens pouvaient comprendre, et pourtant il vivait parmi ceux qui n'avaient jamais connu des circonstances aussi extrêmes. Cette perspective unique lui a permis d'apprécier les petites joies de la vie d'une manière que beaucoup tiennent pour acquise. Un repas chaud, un lit moelleux, la compagnie de ses proches, ces plaisirs simples n'ont jamais perdu de leur éclat pour José. Malgré les défis de la réintégration, José n'a jamais regretté sa survie. Chaque jour était un cadeau, un bonus qu'il avait arraché aux griffes de la mort. Il a vécu avec une intensité et une gratitude qui ont inspiré ceux qui l'entouraient, un témoignage vivant de la résilience de l'esprit humain. Au fur et à mesure que l'histoire de José se répandait, elle commença à prendre des proportions presque mythiques. Il est devenu un symbole d'espoir pour beaucoup, un exemple concret de la force extraordinaire qui réside dans les gens ordinaires. Des livres ont été écrits sur lui, des documentaires ont été tournés et son histoire a été adaptée pour le grand écran. Malgré tout cela, José est resté les pieds sur terre, n'oubliant jamais les dures leçons apprises lors de son séjour en mer. L'un des aspects les plus gratifiants de la vie de José après le sauvetage a été la possibilité d'aider les autres. Il a créé une fondation pour venir en aide aux familles des pêcheurs disparus en mer, en leur apportant à la fois un soutien financier et des conseils. Ce travail lui a donné un but et a contribué à atténuer une partie de la culpabilité qu'il ressentait quant à sa propre survie. L'expérience de José a également eu un impact significatif sur les lois et réglementations maritimes. Son cas a été étudié par les gardes-côtes et les organisations navales du monde entier, ce qui a permis d'améliorer les protocoles de recherche et de sauvetage. L'équipement d'urgence à bord des navires de pêche a été modernisé et les programmes de formation ont été renforcés pour mieux préparer les pêcheurs aux pires scénarios.
En vieillissant, José a constaté que son lien avec la mer ne diminuait jamais. Il faisait souvent de longues promenades sur la plage, ressentant un sentiment de paix en regardant l'horizon. L'océan, autrefois sa prison, était devenu une source de réconfort et de réflexion. Il comprenait ses dangers mieux que quiconque, mais il reconnaissait également sa beauté et sa puissance d'une manière que seul quelqu'un qui avait été à sa merci pouvait le faire. L'histoire de José a continué à évoluer longtemps après son sauvetage. Chaque récit apportait de nouvelles perspectives, tant pour lui que pour ceux qui l'écoutaient. Il a découvert que partager son expérience ne consistait pas seulement à raconter le passé, mais aussi à en tirer continuellement des leçons. Chaque fois qu'il parlait de son épreuve, il découvrait de nouvelles profondeurs dans sa propre résilience et de nouvelles leçons à tirer de sa survie. En fin de compte, les 438 jours perdus en mer par José Salvador Alvarenga sont devenus plus qu'une simple histoire de survie. C'était un témoignage de l'esprit humain indomptable, un rappel du caractère précieux de la vie et une source d'inspiration pour des millions de personnes dans le monde. Son voyage à travers l'océan Pacifique n'était pas seulement une odyssée physique, mais une profonde exploration des limites de l'endurance humaine et des profondeurs de l'âme humaine. Alors que nous réfléchissons à l'incroyable voyage de José, nous restons avec un sentiment d'admiration devant la résilience de l'esprit humain et les voies mystérieuses du destin. José Salvador Alvarenga est parti en mer comme un simple pêcheur et est revenu comme une légende. Son histoire est engravée à jamais dans les annales de l'endurance humaine. Son voyage à travers l'océan Pacifique n'était pas seulement une épreuve de survie, mais une profonde odyssée de l'âme humaine, nous rappelant à tous la force extraordinaire qui réside en chacun de nous. Fin.